manuel, série toxique. Ok, donc en 1993, on a trouvé un atelier de sérigraphie plus ou moins laissé à l'abandon dans un squat à Ris-Orangis, en banlieue parisienne. Et donc, en fait, je recommence au début. Dans les années 80, à Paris, je pense aussi un petit peu comme partout en Europe, en Italie, quand Frigidaire s'est arrêté, en France, les magazines de BD qui diffusaient des images un petit peu alternatives se sont arrêtés aussi. Donc la seule production graphique qui existait à ce moment-là, c'était des éditions qui étaient faites en photocopie, qu'on appelait les gravzines, qu'on appelle d'ailleurs toujours les gravzines, et qui se retrouvaient distribuées dans quelques points de vente à Paris, surtout, parce qu'il n'y avait pas Internet, donc comme Le Regard Moderne, qui est une librairie qui existe toujours, qui est dans le quartier de Saint-Michel, où il était possible de faire des expos, et de distribuer son travail, et aussi de rencontrer d'autres artistes qui faisaient ce type de travail. Voilà. Et donc, en fréquentant cette librairie, j'ai rencontré les premiers artistes qui ont été édités au Dernier Cri. Donc c'est le magazine qui est projeté derrière. C'était les premiers magazines où j'ai rassemblé le travail de tous ces gens qui, normalement, s'auto-éditaient dans leur coin et qui n'étaient pas fédérés. Le médium de la sérigraphie, c'est ce qui s'est trouvé le plus efficace pour faire justement des petits tirages en couleur et des livres d'artistes. Et ça a commencé comme ça. Donc pendant 2 ans, c'était à Paris, dans ce squat. Et après, on a déménagé dans le sud de la France, à Marseille. En arrivant à Marseille, on a monté notre nouvel atelier dans un lieu qui s'appelle la Friche Belle de Mai, qui est une ancienne usine de cigarettes qui a été transformée en lieu artistique dans lequel il y a du théâtre, de la danse, des radios. Et on a installé le premier atelier d'édition dans ce lieu depuis 23 ans. Donc après, on a commencé un magazine qui s'appelle Hôpital Brut. Là, on peut voir aussi des images d'Hôpital Brut. Hôpital Brut, c'était un mélange de sérigraphie et d'offset. Donc il y avait des images imprimées chez un petit imprimeur de quartier qui faisait vraiment de l'édition offset avec des couleurs directes, c'est-à-dire un petit peu comme le procédé de la sérigraphie. Au départ, dans le magazine du Dernier Cri, c'était surtout des auteurs français. Et au fur et à mesure, on a commencé à être en contact avec des artistes du monde entier. Donc, beaucoup de Japonais, d'ailleurs. Surtout des gens qui aussi avaient une pratique de la micro-édition. Donc, au départ, les rencontres se faisaient par les livres. Je ne sais pas si elle traduit. I don't know if she translates. Si. Okay. Here you have English. Wait. I'm too speed. It's okay? It's okay. Okay, so I keep going on. Je continue. Donc, là, j'ai plus rien. J'entends pas ta traduction en fait, quoi, donc je sais pas où tu en es. Ça va, je vais pas. Ok, je continue là. Ok. Donc, au départ du Dernier Cri, il n'y avait pas encore le réseau Internet. Donc, les seuls contacts et les rencontres se faisaient par le biais des livres. C'est pour ça que dès le départ, le livre est très important dans les éditions du Dernier Cri. C'était une époque un petit peu magique où on faisait des petits tirages en sérigraphie, on les envoyait au bout du monde
Et des fois, 6 mois après, on recevait un paquet avec un nouvel artiste qui nous contactait justement parce qu'il avait découvert qu'il y avait des gens aussi fous que lui à l'autre bout du monde. Et c'est comme ça que ça s'est construit au fur et à mesure. Après, le fait de passer à l'édition offset, ça a permis d'augmenter les tirages des livres. Et de ce fait, pouvoir toucher encore plus de monde. Pouvoir aussi envoyer les travaux à l'étranger plus facilement. Si ce n'est pas un tirage à 100 exemplaires, on peut perdre une partie du tirage. Et en fait, en déménageant à Marseille, donc, on a eu un lieu beaucoup plus grand et aussi la possibilité à la Friche d'accueillir des artistes en résidence. Ce qui était plus compliqué à Paris, parce qu'à Paris, l'espace coûte très cher, comme dans toutes les capitales. Donc du coup, on a commencé à inviter des artistes, et c'est le moment où on a été contacté par Canal+ pour faire le film que vous avez vu juste avant, qui s'appelle Le Dernier Cri, et qui explique comment on fabrique les livres au Dernier Cri. Le film a été réalisé en 2 mois, en animation. Au départ, ce devait être un documentaire. Et après, c'est devenu un documentaire en fiction où, en fait, j'ai demandé à 6 artistes du Dernier Cri d'expliquer une étape du procédé de la sérigraphie. Ensuite, ça a été diffusé à la télé. Et 2 ans après, ils nous ont proposé un nouveau film d'animation. Et c'est là qu'on a décidé d'installer aussi une unité de production pour l'animation à la Friche Belle de Mai. À l'époque, il y avait une association sur place qui s'appelait les Films de la Belle de Mai, qui eux avaient un laboratoire 16 mm noir et blanc avec les caméras. Et c'est donc avec les chefs-op et leur matériel qu'on a réalisé les 2 premiers films d'animation du Dernier Cri. Le deuxième s'appelle Hôpital Brut. Il y a donc du coup des artistes qu'on avait rencontrés entre-temps, des nouveaux artistes, des artistes étrangers. C'est le film qu'on passera tout à l'heure, qui dure 45 minutes. Et c'est un petit peu comme si une caméra entrait à l'intérieur d'une asile psychiatrique. Qui s'appellerait l'Hôpital Brut, comme le magazine. Hôpital Brut comme art brut. Pour ceux qui connaissent le terme art brut, normalement c'est l'art pratiqué par des personnes folles, enfin, ou internées, ou qui n'ont aucune connaissance artistique, ou qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font, enfin, soi-disant. C'est la définition de Dubuffet, mais pas la mienne. Et donc du coup, comme à ce moment-là, on a commencé à rencontrer des artistes dans le sud de la France qui devaient avoir l'âge de mes grands-parents, comme Raymond Reynaud, qui était un artiste un peu comme le Facteur Cheval, qui avait transformé toute sa maison en site singulier. Il avait peint les murs, il avait fait des sculptures, enfin, sa maison était un musée. Par exemple, il faisait un nouveau tableau, et si le tableau était trop grand pour entrer dans une pièce, il construisait la pièce autour de son tableau. Il y a un documentaire qui peut se trouver, je pense, sur YouTube, où on le voit justement expliquer ça. C'était un vrai artiste singulier. À côté de sa maison, il avait un champ rempli de tout ce qu'il avait ramassé toute sa vie. Je pense qu'avec ça, il pouvait remplir un musée entier avec toutes ses œuvres, mais malheureusement, il est mort. Mais en tout cas, dans le film, qu'on va voir après, donc,
Hôpital Brut, on le voit à un moment, la seule personne réelle dans le film sans masque, c'est lui, que je suis allé filmer pendant 3 jours dans sa maison. Et là, on a fait bouger, image par image, ses sculptures. Et on a filmé ses peintures. Et c'est lui qui parle par-dessus. Après, il y a aussi une partie du film documentaire sur Danielle Jacqui. Elle, c'est une artiste aussi singulière qui vit à côté de Marseille, à Roquevert. Et elle, pareil, elle doit avoir 80 ans maintenant. Et à partir de 45 ans, elle a commencé à peindre sa maison. Donc elle a commencé par les volets. Et maintenant, toute la maison, tout est peint. Il n'y a plus un angle droit dans la maison. Elle a rajouté des sculptures dans tous les coins. Et sa maison peut se visiter. C'est tout autant elle qui fait visiter sa maison. Pendant des années, elle a aussi organisé un festival. C'est pour ça, un petit peu comme nous, on fait des festivals de micro-édition. Elle a organisé un festival d'art singulier où elle invitait dans le sud de la France des artistes marginaux comme ça, du monde entier. C'était assez incroyable. Donc pareil, on la voit dans le film à un moment, on voit sa maison. Elle a voulu réaliser... Donc en fait, à ce moment-là, je me suis beaucoup intéressé à l'art brut. Parce que pour moi, je ne connaissais pas du tout. J'avais fait les beaux-arts. Aux beaux-arts, à l'époque, on ne parlait pas forcément de l'art brut. Après, je me suis intéressé à la bande dessinée, à l'édition. Et en fait, à Paris, j'ai rencontré un lieu qui s'appelait La Racine, qui était un petit peu comme la collection de l'art brut à Lausanne, mais qui était un pendant, des gens qui avaient monté une asso à côté de Paris qui faisaient ça. Et où là, j'ai découvert le travail d'André Robiard, par exemple, celui-là qui fait les fusils, je ne sais pas si vous connaissez. Robiard. Et du coup, je me suis intéressé à ces sites comme ça d'art brut, et je me suis rendu compte que dans le sud de la France, à côté de Marseille, en fait, il y avait des artistes qui faisaient un festival et qui avaient une manière de fonctionner qui était proche de la manière qu'on avait nous de fonctionner dans le milieu de la micro-édition ou même dans le milieu de la musique. Enfin, un petit réseau comme ça qui était alternatif, sauf que les gens, ils avaient minimum 60 ans. Voilà. Mais dans l'esprit, c'était la même chose. Et c'est toujours la même chose. Donc c'est pour ça que le magazine s'appelait Hôpital Brut, et c'est pour ça qu'après j'ai rencontré des gens qui faisaient vraiment de l'art brut. Et donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans le film, quoi. Mais là je sais pas combien de temps j'ai parlé. Je peux continuer. Donc là, si je commence à regarder le nom de tous les personnages qui passent derrière moi, tous les artistes du dernier cri, ça devient assez compliqué. Parce qu'il y a des gens du monde entier, donc il y a des Japonais, il y a des Italiens, il y a des Américains. Je n'ai même pas le temps de dire leur nom. Je peux dire, dans les gens les plus connus qu'on a édités, il y a Charles Burns, par exemple, c'est dans le milieu de la BD, ça doit être notre star. Sinon, là, sur la table, vous pouvez voir quelques-uns des dernières reproductions qu'on a réalisées, quoi. Donc, certains livres sont faits en sérigraphie. Les livres qui sont faits en sérigraphie sont complètement réalisés dans notre atelier, façonnés dans notre atelier, 100 ou 200 exemplaires. Les livres qui sont faits en offset, là, ça peut monter jusqu'à 1000 ou 2000 exemplaires. Donc, l'idée, là, c'était aussi... par rapport aux produits standardisés de l'édition, de faire dans ce magazine Hôpital Brut des papiers différents, des formats différents, des techniques d'impression différentes. Ce genre de choses qui n'est réalisable que si tu fabriques les livres à la main. Sinon, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc il y avait des mélanges de papier et des mélanges d'artistes aussi. La questione di come potrebbe essere interessante affrontare la peculiarità del metodo del Necri, cioè come intervieni sui lavori che gli artisti fanno. Donc oui, la spécificité du dernier cri, c'est aussi le moyen de reproduction, d'édition, qui est la sérigraphie. Donc qui impose certaines contraintes, mais qui en même temps amène plein de possibilités aussi de réinterpréter des images qui ont été faites, par exemple, en photo. Si on les traite en sérigraphie, ça devient autre chose, quoi. Des fois, ça a pu donner des idées d'ailleurs à des artistes qui ont eu leurs images maltraitées au dernier cri.
C'est la même chose pour l'animation, en fait. Quand on a commencé à faire des films d'animation, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse toujours d'ailleurs, parce qu'on est en train de faire un film en ce moment, c'est de revenir à des basiques de l'animation, c'est-à-dire la pixelation, le papier découpé, et maintenant le mélanger avec des techniques plus nouvelles, comme, je sais pas, After Effects, ou tout ce qui est possible avec les ordinateurs, quoi. Toujours essayer de garder un côté humain à l'image, quoi. Que ce soit dans le traitement de l'image pour l'impression ou dans le traitement de l'image pour l'animation. Parce que je trouve que souvent, les images animées sur ordinateur, elles se ressemblent trop à cause du mouvement. Parce que le mouvement, c'est le mouvement des machines. Donc le mouvement des machines n'est jamais aussi bien que le mouvement des humains. Le mouvement des humains, il y a toujours des endroits où ça cafouille. Et c'est là que c'est bien, quand ça fait du bruit. Donc on a installé... hein? Donc, ouais, souvent, les gens m'envoient des dessins en noir et blanc. Enfin, je rencontre, quand on fait des expos à l'étranger, par exemple, parce qu'on fait aussi on verra après des images. On ne fait pas que des livres, on fait aussi des estampes en sérigraphie, des grands formats, ce qui permet de faire circuler des expos dans le monde entier, puisque du coup, c'est pas des originaux, c'est des originaux, mais en sérigraphie. Donc ça permet de traverser un petit peu tous les continents sans avoir besoin de prendre des transporteurs très chers ou des assurances très chères. Donc du coup, on peut faire circuler les images d'artistes du monde entier, dans le monde entier, et par ce biais rencontrer de nouveaux artistes, ce qui s'est fait plusieurs fois. Par exemple, la première fois que je suis allé en Finlande, j'ai rencontré Mattia Gelber, j'ai rencontré Tomi Musturi, Reijo Karkkanen. Chaque fois, ça nous a ramené de nouveaux auteurs. Après, certains auteurs connaissent la sérigraphie, donc quand les gens connaissent la sérigraphie, ça peut simplifier beaucoup de choses, parce qu'ils envoient des documents qui sont déjà finis, prêts à être imprimés. Mais souvent, je reçois des images en noir et blanc, et les gens me font totalement confiance pour la maquette et le traitement de leurs images, quoi. Même des fois, c'est ça qui les excite, d'envoyer des images et de voir comment elles vont être transformées en passant à la moulinette dernier cri. Donc c'est pareil, du coup, maintenant qu'on a installé un vrai plateau de tournage pour l'animation, il se passe la même chose maintenant. C'est-à-dire que j'essaye en même temps de mener un travail d'édition en sérigraphie et un travail d'édition en animation. Sauf que les films d'animation, contrairement au premier film qui était destiné à une diffusion télé, parce qu'aussi financé par la télévision, les films d'animation maintenant qu'on fait font partie intégrante des exhibitions, des expositions, pardon. Ou aussi sont montrés de manière performatrice, comme des concerts. En fait, ça peut être des salles de concert, ça peut être une galerie, ça peut être là tout à l'heure. L'idée, c'est de montrer tout le temps les images avec un montage différent et que ce soit tout le temps un processus évolutif et surtout la bande de son est toujours fait en live maintenant, ce qui fait que c'est jamais pareil, quoi. Et je pense qu'on a besoin de choses qui ne sont pas tout le temps pareilles. En tout cas, c'est plus excitant déjà pour moi de montrer le film et de jouer par-dessus, parce que c'est jamais quelque chose de fini, c'est pas un produit fini. Il y a toujours un côté excitant qui reste, même si des fois ça fait peur. Continuamente lavorare sull'errore. C'est normal, je suis catholique. Les erreurs, les péchés, il n'y a que ça qui sert à faire des films. C'est pas les protestants qui font des films comme ça. Ni Daesh. Quoiqu'à un moment, je me suis dit peut-être qu'il faudrait mettre au point un système d'entraînement, parce que je trouve que beaucoup d'artistes, des fois, se laissent trop aller. Je sais pas, un petit peu une espèce d'Al-Qaïda, tu
un endroit où on s'entraîne à faire de l'art. Pourquoi toujours s'entraîner à faire la guerre ou le terroriste? Autant être des terroristes graphiques. Ça fait, à mon avis, ça fait moins de mal et ça peut faire plus de bien à l'être humain. C'est déjà une parenthèse. Beh, il manifesto dei Dernier Cri spiega questa cosa, no? Il Vomir Deseo. Il lungo manifesto pieno di... Oui. Oui, mais on est bien obligé à un moment de faire un manifeste. On est obligé à un moment de faire un manifeste. Au début, je pensais, faut pas de manifeste, pas besoin d'expliquer. Les images parlent d'elles-mêmes, les livres parlent d'eux-mêmes, mais en fait, dans certains contextes, après, il faut qu'il y ait une explication. Et donc, le manifeste, ça sert à ça. Donc, j'ai essayé de faire un manifeste qui ne se prenait pas trop au sérieux, mais qui expliquait sincèrement comment je voyais les choses. Et pour moi, ce manifeste ne s'applique pas qu'au Dernier Cri, il s'applique au milieu de la musique, il s'applique à toute forme de fonctionnement alternatif, enfin en tout cas dans la tradition, la vraie tradition, pas celle de Nike, la tradition de do it yourself. L'idée quand même, c'était ça. C'est même pas une idée qui a été inventée par les punks, c'est une idée qui a été inventée par tous les mouvements alternatifs depuis toujours, quoi. Je sais pas, ça a été fait par les expressionnistes allemands, ça a été fait par les hippies, ça a été fait par l'underground américain comme Zap Comics ou tous ces trucs-là, c'est-à-dire au moment où des êtres humains qui sont artistes ne se retrouvent pas dans un système de diffusion ou de production et fabriquent eux-mêmes leurs propres moyens de production. Par contre, il faut jamais oublier qu'il y a toujours un prix à payer qui n'est pas le même, mais qui peut être dur aussi, l'autoproduction. Donc voilà, c'est ça que j'espérais t'expliquer dans le manifeste débit du Dernier Cri. C'è un altro manifesto che tu hai scritto che si chiama Angumerd, un testo bellissimo, anche quello che critica i festival ufficiali, cioè che prende proprio una posizione forte dal punto di vista dell'autoproduzione, un po' l'altro lato del manifesto Vomir Deseo, io penso, quel testo che veramente è illuminante per chiunque entri in una scena underground, perché tu dici Dernier Cri non è indie. Disons que ce texte, je l'ai écrit à une époque, parce que moi j'ai fait les Beaux-Arts à Angoulême, donc je connaissais rien au monde de l'art, et encore moins de l'art contemporain. J'étais dans un village, dans le sud de la France, je faisais de la musique, et il n'y a que ça qui m'intéressait, j'étais un jeune punk ou psychobilly. Et là je voyais des pochettes de disques, et des fois il y a des pochettes qui me parlaient plus que d'autres, et en fait c'est parce que j'étais dessiné. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au dessin, au graphisme. Ma culture de l'image, je l'ai faite vraiment dans les magazines d'horreur, ou les fumetti, ou les pochettes de disques, les choses comme ça. Et après je suis allé au Beaux-Arts d'Angoulême, parce que c'était la seule école où il y avait un département pour la bande dessinée. Et je me disais, ben voilà, là ça va être beaucoup plus ouvert. Et je me suis rendu compte aussi que dans le milieu de la bande dessinée, ben c'est pareil, il y a des règles, il faut respecter les règles. Dont les règles, ça peut être une narration, ou comme dans le cinéma, si tu n'as pas écrit un scénario, tu ne peux pas faire un film. Si tu n'as pas fait un scénario, tu ne peux pas faire une BD. S'il n'y a pas de cases, tu ne peux pas faire des BD. Mais moi, je trouvais ça complètement ridicule. Mais du coup, je suis quand même resté 5 ans dans cette école, parce que dans cette école, enfin, c'était les prémices du Dernier Cri. En fait, j'ai rencontré d'autres artistes. Donc, il y en a qui étaient dans un département art, il y en a qui faisaient de la peinture, d'autres qui faisaient du son, et nous, on faisait des livres. À l'époque, pas en sérigraphie d'ailleurs, on les faisait en photocopie, en offset ou en linogravure. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un travail collectif avec d'autres gens qui n'étaient pas forcément branchés par les mêmes choses que moi au départ, graphiquement. Et voilà, tout en restant au milieu de ce festival de BD, en ayant un stand tout le temps là, dans le coin des fanzines. Et c'était horrible, quoi. Donc c'est pour ça, des années après, Menuc a sorti un gros bouquin un peu théorique sur la bande dessinée. Et il a demandé un texte sur Angoulême. Et c'est pour ça que j'ai fait ce texte-là, quoi. C'était une réaction viscérale, mais je me suis appliqué quand même, j'ai tout écrit à la main, à ce que j'avais vécu quand j'étais là, et ce que j'ai vu après en y retournant tout le temps dans ce festival. Je pense que les gros festivals comme ça, c'est comme les gros festivals de cinéma, ou je sais pas quoi, c'est un gros marché, il y a des gens qui viennent signer des contrats. Après,
s'il y a la chance d'avoir un vrai festival alternatif à l'intérieur de ça, ben là on peut gagner de l'argent un petit peu, vendre un petit peu de livres, rencontrer d'autres artistes. Mais sinon, je ne pense pas que ce soit l'endroit idéal pour donner envie aux gens de faire des livres. Je trouve que c'est plus important maintenant ce qui se passe un peu partout dans le monde d'ailleurs, les nouvelles générations qui se remettent à faire des livres en réseau par exemple, ou en sérigraphie, ou en n'importe quoi. Mais il y a, par exemple en France, il y a plein de petits festivals qui sont apparus comme ça, un petit peu comme le Crac, mais un plus petit, un peu partout comme ça. En Espagne aussi, il y en a au moins 3 maintenant, ou 4, je ne sais pas. Et ça, c'est vachement important, je trouve, pour faire circuler des images un petit peu différentes. Et n'importe comment, c'est beaucoup plus enrichissant que d'ouvrir son ordinateur et d'essayer de trouver quelque chose sur Amazon. En même temps, comme je racontais hier à Valerio, ça fait 25 ans que je fais de l'édition. Et en fait, depuis 25 ans, j'ai jamais eu d'aide pour faire les livres. J'ai eu des aides de l'État pour monter des expos, enfin surtout de la ville de Marseille, qui me soutient un petit peu pour faire le festival de micro-édition. Mais il y a 2 ans, je suis allé voir le chargé du livre de la région, celui qui donne de l'argent aux éditeurs de la région. Travail que j'avais déjà fait peut-être 10 ans avant, quoi. Donc c'était pas le même. 10 ans avant, quand j'y étais allé, il m'avait reçu, il m'avait dit « Ah, je ne connais pas, je connais tous les éditeurs, je ne vous connais pas, c'est impossible. » Là, ça faisait quand même 10 ans que j'étais à Marseille. Et là, j'ai dit « Ben voilà, vous allez me connaître. » Et là, je mets les livres sur la table. Et c'est la première fois que j'ai vu que mes livres faisaient peur à des gens. Le mec a eu peur physiquement des livres, quoi. Je sais pas à quoi ça ressemblait, les couleurs. Il avait peur que les livres l'attaquent, peut-être, ou que c'était infecté d'une sorte de virus assez nocif, quoi. Et il devait y avoir les odeurs en plus de sérigraphie qui sont rajoutées, donc il a vraiment eu peur. Et il était là, ah, mais désolé, on n'aide pas les livres où il n'y a que des images. J'ai dit, mais regardez, il y a des textes, c'est Hôpital Brut, il y a des interviews, il y a des textes. Non, on n'aide pas ça, on n'aide pas ça. Ok. Et des années après, j'ai vu que ça avait changé de directeur. Et donc, je suis retourné là, parce qu'entre-temps, on avait monté un festival d'édition. Donc, je me suis dit, on va peut-être aller voir s'ils peuvent nous aider, parce que c'est eux qui aident, soi-disant, l'édition de la région. Et donc, voilà, donc je suis allé voir ce charmant nouveau directeur, qui, en fait, ne connaissait pas du tout le dernier cri, malgré qu'il soit en poste depuis 5 ans, je ne sais pas, qui m'a dit, ah oui, moi j'aime bien les éditeurs, là, et qui m'a dit, non mais écoutez, là, enfin j'ai pas d'argent pour vous, mais le seul truc que je peux faire pour vous, c'est vous conseiller de vendre vos livres sur Amazon. Donc quand tu te rends compte que les chargés du livre te conseillent de vendre tes livres sur Amazon, ce que je fais avant Amazon, quoi, hein, tout en restant d'Amazon, ben voilà. Donc c'était une petite parenthèse sur de quoi attendre et de quoi ne pas attendre, pardon, ne pas attendre quelque chose, essayer au maximum de le faire par soi-même, et après, des choses arrivent ou pas. Mais si elles n'arrivent pas, celles que tu as faites, tu les auras au moins fait. Voilà. Ça, j'aurais pu le rajouter dans mon manifeste de manière plus virulente. Beh, io mi ricordo la prima volta, cioè una delle volte che sono venuto alla Frisch, tu stavi facendo questi, diciamo in maniera buona, che erano degli Oscar del fumetto underground. In realtà erano queste sculture. Ah, oui. Perché stavi fondando questo festival che si chiamava, poi lo chiamarono in maniera censurata, perché il festival si chiamava Fuck Off Angoulême, ed era un festival che si svolgeva in contemporanea al festival di Angoulême. E il premio era un dito così, una scultura grossa, così come quella di Cattelan, ma fatta prima di Cattelan, d'oro, che veniva dato la cosa. Io poi andai ad Angoulême a fare questo festival, lui non è nemmeno venuto, è rimasto a Marsiglia, ha mandato solo me e gli altri della crew con queste statue di dita così, e il titolo di questo festival è rimasto per un anno solo, perché l'anno dopo i ragazzi di Angoulême che frequentavano la scuola hanno detto non possiamo chiamarlo Fuck Off Angoulême, altrimenti non lavoriamo più, e lo chiamavano F.off. E poi questo festival è anche finito, ed da quello è nato un altro festival che si chiama Spin Off Angoulême, che invece è stato assorbito dal festival
principale, è diventato il festival off, diciamo quello che espone i ragazzi della scuola, le produzioni un po' differenti, diciamo, ma alla fine è diventata una specie di riserva indiana, quello che invece era un atto d'accusa, un manifesto come l'altro. Tra le altre cose il Fuck Off Angoulême ci ha dato l'idea di aprire 2 festival, uno in contemporanea con Lucca Comics, che è il festival più grande in Italia, e uno in contemporanea col Comicon, che è il secondo festival più importante. Quindi abbiamo 2 festival underground che nascono da questa intuizione e da questo festival che abbiamo aperto ad Angoulême quell'anno, insomma. Però dico, lì per esempio l'hai fatto partire, non ci sei andato, poi in qualche modo questa cosa è finita, no? Per te non è nemmeno importante confrontarsi con loro, quindi. Non, c'est pas ça, c'est que comme j'avais fait les Beaux-Arts à Angoulême, je déteste cette ville, je la hais. Donc j'essaye le moins possible d'aller à Angoulême. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que j'avais un ami, Renaud, qui s'est retrouvé, un ancien stagiaire du dernier cri d'ailleurs, qui s'est retrouvé prof de sérigraphie à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême. Et c'est lui qui m'a dit, oh, mais il y a plein de gens qui font des trucs à Angoulême, il faut faire des trucs avec eux. Donc la première année qu'on a fait le Fuck Off, c'était dans le bar, il n'y avait même pas de lieu loué. C'était genre, j'étais pas allé à Angoulême peut-être depuis, j'en sais rien, 10 ans, quoi. Et j'ai des amis qui me disent viens à Angoulême, donc des jeunes qui étaient aux Beaux-Arts ou d'autres. J'arrive à Angoulême et je vais dans la place du village, au bar du Minage, qui était le bar où j'allais quand j'étais étudiant à Angoulême. Et là, je vois les 2 propriétaires qui m'engueulent, que j'avais pas vu depuis 10 ans ou plus, quoi. Et je rentre et ils me reconnaissent. Et là, sur les murs, il y avait encore les posters de mes groupes que je faisais quand j'étais aux Beaux-Arts d'Angoulême, tu vois. Et ils me disent, ah, Paquito, espèce de salaud, tu es venu nous voir depuis des années. Et là, tu arrives juste au moment où on ferme le bar, on part à la retraite. Et donc là, je me suis dit, bon, mais là, il faut faire quelque chose. Donc je leur ai dit, si je viens à Angoulême cette année, on peut faire un truc dans le bar. Et ils m'ont dit, d'accord. Et donc c'est là qu'on a fait le premier Fuck Off. Donc c'était dans le bar. Et là, on avait les tables du bar pour faire 3 stands avec les gens qui n'avaient pas de stand dans le truc officiel de l'époque. Et on a fait des concerts. Et c'est comme ça que ça a commencé le Fuck Off. Après, certains étudiants de l'école ont trouvé un local l'année d'après. Mais moi, je ne voulais pas m'impliquer plus que ça, parce qu'Angoulême, je m'en balance. Et surtout, quand je vois ce que ça devient après, quoi. Donc à partir du moment où ils n'ont plus voulu que ça s'appelle Fuck Off, moi je leur ai dit Fuck Off. Voilà. Donc là, on va projeter le film avec le son, qui est donc le 3e ou le 4e, qui s'appelle Hôpital Brut, qui est donc le film dont je vous parlais, où à l'intérieur, il y a la maison Raymond Reynaud et Daniel Jacqui qui ont été filmés. Table de matière, l'hôpital Brut. Se déplace alors de la méchanceté du sujet, voire de sa possession par des esprits, à sa maladie. Graphique. La télévision est la réalité. Et la réalité est moins que la télévision. This is maybe too much light, but this is the exhibition in Marseille of Le Dernier Cri. Noi metteremo un po' di questo Salvage Region, ma adesso quello che stiamo vedendo è questa mostra che è stata fatta alla Frisch
È quella di Vendetta, è l'ultima mostra che è stata fatta durante il Festival di Vendetta, che sono per i 25 anni del Dernier Cri, che si appella Le Monde DC, che si chiama Mondo DC. Où on peut voir toutes les sérigraphies, tous les livres qui ont été édités. C'est intéressant que questa mostra, c'est intéressant que cette exhibition s'est fait d'une distribution de l'espace, que c'est un projet plus qu'una narrazione. Il y a des îles, no? Cioè questa mostra era fatta pensandola come una mostra organizzata per spazi tematici, non c'era una narrazione storica che conduceva dall'inizio alla fine, ma erano come delle isole, le chiama lui. Tu puoi descrivere Oui, je peux décrire le îles de l'exposition. Okay. L'idée, c'est de faire, pour les 25 ans du Dernier Cri, un nouveau film, donc. L'idée era di fare un nuovo film per i 25 anni del Dernier Cri. Le Mondo DC, c'est pour jouer avec le thème mondo, comme les films mondo. E deve essere un film mondo come i film mondo. Mais aussi mondo comme un monde particulier, quoi. Ma anche come mondo, come pianeta. Donc je me suis dit que le monde du Dernier Cri, ça devrait être une île. Iceland. Sì, dice, comunque il mondo delle Dernier Cri è fatto di queste, era progettato come isole, quindi da un lato è i film mondo, i mondo movie, che sono questi fatti anche dai registi famosi, fatti dai registi italiani, aggiungo questa nota alla traduzione, Deodato, questi in cui insomma si vedono i cannibali, le cose, però dall'altro era proprio raccontare il mondo del Dernier Cri, che è fatto di queste isole. Et qui se devait être aussi un monde, la forme devrait être un triangle, parce que comme on est des Illuminati, il faut que ce soit un triangle. In francese è difficile. Okay, it have to be a triangle, so Iceland have to be like a triangle, because we are like Illuminati or... Sì, loro sono illuminati, quindi comunque c'era sempre cioè il simbolo del triangolo, diciamo del divino che compare. Donc this is a movie that we will see at the end and we will play on it. The new movie is Mondo DC. Il film lo vedremo alla fine e lui è un film senza audio, quindi avremo l'audio sarà suonato dal vivo da Paquito. So it's like a triangle, but inside you have different parts of a triangle, like in the hell of Dante, with different circles. Dice come nel triangolo, come nell'inferno di Dante, ci sono diversi gironi, diverse parti. So it's a triangle with different parts, with different mondo. So you have mondo sado for the people who make sex drawing. Il primo era mondo sado per le persone che fanno per chi ama questo mondo primitivo non lo devo so just a mondo every time, and after in the exhibition you have the same thematic for each part of the exhibition. E ogni parte del film corrispondeva a una parte della mostra. Infatti c'era una parte che era vietata, donc là on peut forbidden for my son. Like you can see here there is some costume that we will use for the film, but we were sure. Ci sono anche i costumi, siamo visti là. So in this exhibition you have art from almost all the people that we publish since 25 years. Dice c'erano poster, art, comunque venivano dalle persone, questo è un artista italiano, Diego Lazzarini, e c'erano tutti gli artisti che nei 25 anni hanno lavorato alla Dernier Cri. So you can see this is a painting about the Iceland of the Dernier Cri, Mondo DC. This is the Iceland. Questa è l'isola del Mondo DC. With different occupants. Con i differenti occupanti dell'isola, gli abitanti dell'isola. And you have three volcanoes and you have the skull on the top with the skull of Ci sono 3 vulcani e poi c'è questo teschio in cima, perché c'è questo la divinità delle Dernier Cri, no? Yeah, it's like in Zardos, like the movie Zardos. È come Zardos, come nel film Zardos. It's like a skull of the dictator who's still flying around the island. Il teschio del dittatore che è Ustil
flying. E che vola ancora sull'isola. This, for example, is drawing of Mathieu Desjardins. He made all this Questi sono drawing i disegni di for the Mathieu animation. Desjardins, che ha fatto un'animazione che poi li vedrete animati sempre nel film. So this after is animated in the computer. E questi sono stati animati con animazione digitale. This is a Quindi la Japanese. mostra raccoglieva anche gli elementi usati per fare il film, c'erano come anche gli studio, no? Le cose. Was showing also Yeah, the how part. the film was Yes. done. This part was a part where the element of the new animation film. Questa è parte Like this is Martes Batory, this is Patrick Janin, he is a painter. So I use the photo of the painting and after I made cut paper animation. These with are this Martes painting. works. No, this is Patrick Janin and Martes. He is a painter. So it was funny to make a painting move because at the beginning it was just Comunque questi insomma, sono tutti materiali che sono finiti, adesso ho detto i nomi Martes Batori, Patrick, sono dei nomi degli This is artisti. Martes Questo è Batori. Martes Batori, perfetto. this is ceramic sculptures Sculture ceramiche, and a pig who eat humans. un maiale che mangia gli umani. Sometimes things have to change. Sì, la mostra era enorme. The exhibition was really enormous. No? You ate the white cube. Yes. This is A lui non piace il cubo bianco dei musei, quindi per Paquito l'interpreta. oh, I can feel the place here. I have enough space to do something. This is Mondo Odyssey, this is Liquid Latex. You will see the movie later. He made this in 3D animation in his computer, but this was a painting that he made after. Questo l'ha fatto in animazione 3D, ma quello è il modello, diciamo, da cui ha tirato This is fuori. a cut paper animation, so this is one part who is not for the moment in the film, but she was making the animation, Margot, when inside we put the studio inside the exhibition room, so people can see. Marco aveva preparato quei pupazzi da usare nel film, poi ancora non è finito nel film, ma insomma, perché i film sono comunque in progress. E qui mostra lo studio di animazione dove loro hanno, come loro proprio hanno You ricostruito. can see the face and the Island here. Quello è il telefono, è il teschio del Necri. And this is the animation of Valium with all the cut paper part that we use. Altri pezzi di animazione. There are many techniques, no? Yeah. Each artist has his own technique. Ogni artista ha la sua tecnica. There is some black and white original that were used also for the animation. This is Sakabashira, a Japanese artist. Questo è Emiri Sakabashi, che è un This is artista made giapponese. completely in After Effects, but some elements were used from cut paper also. This is a 3D that we made for the crack. This part of the room. Per il Festival Crack abbiamo insieme, ma insomma lui è stato il regista dell'edizione 3D e abbiamo fatto insieme questo libro in 3D e lì si vedevano queste stampe che avevano popolato il Crack 3D nel 2011, credo. Ancora si trovano gli occhialetti in giro per Roma, sai? Sì. He says that a lot of the glasses are around Rome. Our glasses. Also anche gli occhialetti che ha lui sono gli stessi di Crack, perché poi lui se li è portati via a Marsiglia. The animation of all the animation of Dave DeMille in 3D, they were shown in the exhibition also. Queste erano le animazioni in 3D sempre proiettate a Crack, fatte per quell'occasione. And the poster also. You know that we have had to change Crack because of you, because
people was expecting this every year, this was unique, no? Noi dovevamo addirittura cambiare il festival perché fu un festival così spettacolare che poi ci toccava fare una fatica del genere tutti gli anni e per non affrontarla abbiamo fatto poi edizioni molto meno... Just give them LSD and it's okay. Huh? The camera start to get fucked. It will stop, maybe. This was big vitrine with all the biggest size book that we made. Questa vetrina mostrava tutti i libri in grande formato che abbiamo fatto. We have all kind of format, no? You see, here you have shown some books, but which are the... I don't know, how you decide the size of the book? Why so much? It depends on the size of the to be an dick. editor. Yes, but it's impossible. No? Some of the books you do are difficult also to put in the bookshelf. No? Yeah, yes. Molti di questi libri tutti i libri sono diversi, i formati, dipende, lui ha detto una scelta artistica, ma alcuni sono proprio impossibili anche da mettere in libreria, non hanno una dimensione che entra da nessuna parte. So there is a lot of posters that we print Questi during sono i all these poster years. che hanno fatto un sacco di poster. How many books you have done in 25 years? 400. 400 libri in 25 anni, and how many poster you know? I didn't count. Non hai idea assolutamente probabilmente thousands. Yeah, maybe, no. I don't know. Non lo sa, non hai idea di quanti poster possa aver fatto. But so in the exhibition there were some of the posters, but not all of them. C'erano molti poster, non è che ci sono tutti quelli lì. Do you have an archive? You have everything you have done or not? Almost. Anche gli ho chiesto se ha un archivio, ma dice non ha tutto quello che hanno fatto, ha parecchio, però non ha proprio tutto. But this exhibition will be built again next February. Next? February next year, February, in Sète, in France, in the Miam Museum. No, dice che nel prossimo febbraio rifaranno questa esibizione a Sète, in Francia, Near Montpellier. vicino a Montpellier, in questo museo che s'appelle Miam. Like Miam. Miam. Like Miam Miam. Gnam Gnam. Questo museo che si chiama Gnam. Mondo Porno, zona 7, Mondo Sato, la zona che avevamo detto prima. So you have a vitrine with all the books that we made. Qua sotto c'erano, appunto, la mostra dei 25 anni, come vedete i libri sono messi in vetrina, ma quasi non si nota, cioè in realtà la mostra è proprio un assalto. This is Pete du Congo, he's a tattoo artist from Belgium. Questo è un artista di tatuaggi dal Belgio, non mi ricordo. American artist. This is a Valium from Canada. Questo è Riet Valium. Riet Valium has been your inspiration. Yeah. You decide. What's the tale about Riet Valium? Yeah. Mi chiedo che rapporto e qual è il racconto che può fare su Riet Valium, che è un personaggio stranissimo che viene dal Canada. Maybe 27 years ago I went to Montreal, and when I visited him, 26 anni fa è andato a trovarlo a Montreal. when I visited him, he had a big space, like a factory with a studio and print studio and music. Aveva un grandissimo spazio dove stampava, faceva musica, come una fabbrica. And he was living by printing stuff in his screen. E viveva stampando cose in serigrafia.
So when I came back in France, I decided to do the same, to print and make my own studio to print books. Quindi la sua ispirazione nasce proprio da questa visita a Montréal, dove ha visto questa messe di produzioni e quindi ha deciso che doveva farlo anche lui. This is my wall with my drawing and my Questi painting. sono i disegni che fa lui proprio, è il lavoro di Paquito, che non è... The animation that I made with cut paper. I print a book and after I cut it and I animate it. Lui le animazioni le fa tagliando i suoi libri, fa i libri, poi li fa un cut-up materiale dei suoi libri e poi li anima, facendo questo decoupage. This is Andy Bolus from England Questo è Andy Bolus and Valium here. e Enriquet Valium. This is a porn room. Questa è la stanza porno. Infatti, appunto, nonostante fosse vietata ai minori, mio figlio si divertiva molto a stare lì perché era tutta colorata, no? Non è che capiva benissimo. Cioè, a meno che non ci sia qualche assistente sociale qui in sala per cui mi tolgono il figlio, insomma. All the collage of Fredox from Paris. Questi sono i collage di Fredox. Silkscreen. Serigrafie anche. And Fredox, the relation with Fredox? Who is Fredox? He is the president of the Dernier. È il presidente del Dernier. He is almost since the beginning in the Dernier Cri. È dall'inizio, quasi dall'inizio del Dernier Cri. Before he was making collective books in Paris called Strongs. Faceva una rivista dei libri collettivi, una specie di fanzine a Parigi che si chiamava Strongs, With his girlfriend Laetitia. con la sua fidanzata Letizia. And after they stop it and they start to work with the Dernier Cri. Ma quando sono entrati nei Dernier Cri hanno finito di fare questa rivista e hanno This cominciato a is fare. Jesus by Fredox. Look, oh, nice portrait of Jesus. Oh, questo è Gesù. Yeah, Jesus. Gesù come lo vede Fredox? Yes. Of course, Fredox is a very calm, nice person, very gentle, kind. It's not the relation between what you see and the artist is very, no? Se incontrate Fredox vedete che è una persona tenera, calma, gentile, poi produce queste cose. Comunque è proprio un tour virtuale dell'Expo di Marsiglia, molto bello questo film. E il festival Vendetta era dedans cette ambiance. Il festival si svolgeva in mezzo alla mostra, quindi tutti in questo spazio, poi c'erano tutti questi banchetti e sui banchetti trovate altrettante fanzine in vendita e cose, tutte così mostruose, oppure belle, oppure brutte. This is Juritus, one of the artists of Le Dernier Cri who live in Marseille. Questo è un artista marsigliese, non mi ricordo il nome. Metal. Va a sortire un libro da cette Expo. Uscirà un libro di questa mostra. I will make a book for the next expo. So, Lo farà per quando farà la mostra yes. a febbraio. Because I didn't have the money at this time to make a big catalog. Un bel catalogone grande. Sì, I think it's important if you make a catalog of these 25 years with all the books you have done. Penso sarebbe una cosa importante avere, no, una documentazione. So first I need to make the reproduction of all the posters, for example, because some of them nobody saw them. Deve anche fare le riproduzioni di tutti i poster per fare questo catalogo, perché alcuni di questi non sono mai stati fotografati, nessuno l'ha mai visti, sono stati fatti e finiti subito. E ci sono... This is Moulinex painting. Questo è Moulinex. And this is
Laurent Peduglia is a painter from Belgium, Liège. Il nome degli artisti facciamo che li dice lui e io dico che è un artista del Belgio. Se volete richiedere i nomi perché richiedete, interrompete, tanto siamo in modalità parlata tranquilla. Takeichi, Japan, Marbella, America. So yeah, it was a big space. Lo spazio è molto grande, questo spazio è uno di questi stanzoni di questa fabbrica di tabacco di cui si parlava prima, questa Frisch. This is Caroline Suri, part of the exhibition. Questa è parte della mostra di Caroline Suri. Caroline Suri as well, no? Has been one of the founders. Yeah, he was a founder with me at the beginning. Caroline Suri è anche un altro elemento centrale nella storia del Necri perché ha fondato il Necri. Con lui dall'inizio è stata parte di questa mostra. Dicevamo con Pachito prima, mentre tra un film e l'altro, tra un intervallo e l'altro, è che la cosa che mi ha colpito di più di questa giornata fino adesso è che io ho sempre visto Pachito come un editore, come una persona che fa libri, ne ha fatto 400 libri, come abbiamo visto prima ha stampato una quantità di manifesti che non ricorda nemmeno lui, non riesce a descrivere quanti ne fossero. Invece oggi mi rendo conto che c'ha un retroterra di 6 ore di animazione a passo 1 che non avevo visto tutte, comunque, continuo a non aver visto perché poi seguendola avanti e indietro tra il bar e qua, a parte l'ho vista, a parte non so manco più se l'ho vista, me la sono immaginata, ma la realtà è che comunque è in realtà un grande realizzatore di film d'animazione, cioè comunque lo studio del Necri sta sviluppando veramente diversi media in contemporanea, no? E un'altra cosa che era venuta fuori prima mentre si parlava, no? Questa storia del lavorare sull'errore, del lavorare sulla cosa che non funziona, quindi comunque sul forzare l'effetto della realtà nelle cose che fai, quindi evitare il digitale, evitare la riproduzione per fare una riproduzione manuale, no? Analogica, eccetera. E lui ha detto una cosa che mi ricorda delle cose che tra il pubblico è arrivato nel frattempo il nostro filosofo preferito Federico Primosig o come ci pare, però insomma comunque tanto lo pronuncio male apposta così si sveglia dalla sua inattività. E Pachito ha detto questa cosa che è una cosa che dovrebbe interagire con i suoi neuroni, perché ha detto che il fatto che lui lavora sull'errore, cioè lavora su questa cosa dello sbagliare le cose, del lavorare è perché viene da una formazione cattolica, quindi ha una visione legata al peccato originale, che se fosse stato protestante inglese avrebbe perso completamente, non avrebbe avuto la possibilità di indagare questo mondo. Quindi anche questo lavoro sulle religion sauvage è in realtà collegato a questo, cioè come trasformi alcuni elementi teorici della cultura cattolica all'interno di un lavoro underground, questa trasformazione quasi che radicalizza le immagini religiose per rivoltarle nel loro posto, senza essere, secondo me, comunque, come dire, blasfemo, ma anzi invece portando immaginari. Secondo me questo è un lavoro di estremo interesse e complicato, che è molto legato a questa idea del 666, no? Di questa idea delle 6 ore, 6 minuti e 6 secondi di oggi, no? Di dover
Donc là, les images qui passent derrière, c'est des images extraites de livres du dernier cri, des posters de toutes les périodes. Aussi des photos d'expositions autour du monde. Ça, par exemple, c'est Pascal Leder, c'est un artiste d'une trentaine d'années, c'est un artiste trisomique. Parce que depuis 10 ans, on travaille avec une structure qui s'appelle la S, qui est située dans les Ardennes, en Belgique. Et c'est un lieu, la S Grand Atelier, qui font des ateliers la journée avec des personnes soi-disant handicapées. Donc des gens qui sortent de l'asile psychiatrique la journée pour faire des pratiques artistiques, et aussi des jeunes adultes trisomiques. Mais c'est un lieu qui existe depuis une vingtaine d'années et qui, la singularité du lieu, c'est qu'il y a des ateliers d'artistes avec des artistes handicapés qui sont gérés, animés, en tout cas les ateliers, par des artistes. C'est pas des personnels médicaux, c'est vraiment que des artistes. Et ils invitent aussi des artistes en résidence. Donc on est allé plusieurs fois là-bas, travailler avec eux. Et ils sont venus aussi dans notre atelier à Marseille faire des livres et aussi de l'animation. Pascal Leder. Par exemple, ouais, voilà. Donc là, il y a des images de différentes périodes du dernier cri. Ça, c'est des images d'une expo qu'on avait fait qui s'appelait Underbrut. Donc c'était une expo à la Friche Belle de Mai qui montrait le travail des artistes d'art brut, d'art singulier, mélangés avec des artistes de la scène d'art contemporain, des peintres comme Manuel Ocampo, un Philippin. Après, là, on voit des photos de Vendetta, donc il y a tous les artistes qui sont là. En haut, c'est une image de McDonough, un dessinateur américain qui a eu des graves problèmes avec les censures dans les années 90. Parce que certains artistes continuent à avoir des problèmes avec la censure. Il ne faut pas croire que la censure n'existe plus. Elle est au contraire en plein retour. La censure morale. Donc là, on voit des photos de notre atelier. Dans notre atelier, on a un espace d'exposition. Donc quand les gens viennent faire un livre, en même temps, on expose leurs travaux. En haut, dans le coin, ça va vite. Ça, c'est des gravures donc, de Richard Baouin, qui était aussi un artiste trisomique. En haut, c'est une photo de l'atelier, de l'espace exposition dans l'atelier. Là, c'est Jiro, un artiste japonais. On a aussi fait, il y a 5 ans, une grosse expo qui s'appelait Mangaro et Tauma, à la Friche, avec les artistes de l'underground japonais, c'est-à-dire l'équivalent à l'époque de Frigidaire en Italie. Il y avait un magazine qui s'appelait Garo et qui publiait les gens qui faisaient de la BD, mais pas très conventionnelle, quoi. Donc c'est ça, les images qu'on voit en haut, là, c'est des images de cette exposition. En bas aussi, ça c'est une sculpture qui avait été peinte par Jiro Ishikawa, un artiste japonais. En fait, depuis 5 ans, on essaye de monter, en même temps que le festival Vendetta, qui a lieu donc juste avant Noël, on essaye de monter une grosse exposition sur un plateau d'expo, avec une thématique différente chaque année. Donc la première année, c'était avec les Japonais. La deuxième année, l'expo s'appelait Print Noise, et c'était pour montrer le lien qu'il y avait entre la musique et ce type de graphisme, quoi. Parce que je pense que c'est vraiment lié. Donc on avait ces expos, ces images qu'on voit en bas, là. On avait invité plusieurs collectifs qui avaient investi le lieu, peint les murs, fait leur installation avec leur stand, et les stands étaient restés après comme une pièce, une installation, quoi. On avait aussi installé la machine de sérigraphie dans la galerie et on l'avait sonorisée avec des micro-contacts. Donc quand on imprimait, ça faisait encore plus de bruit. L'année d'après, donc, on a fait l'expo Underbrut, qui était l'expo avec les artistes d'art brut, donc d'art singulier, et des jeunes collectifs aussi, pour montrer qu'il y avait un lien entre tout ça. Et que l'underground, c'était aussi
l'art brut. Ben, ça c'est un dessin aussi d'un des résidents de la S. Des poubelles de je sais pas où. Ça c'est au Mexique, donc parce que en fait donc l'année d'après on a fait une exposition. Je suis allé, le dernier cri a fait une expo au IAGO, l'Institut des Arts Graphiques de Oaxaca. Oaxaca c'est une ville particulière au Mexique parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vivent là et il y a surtout beaucoup d'ateliers d'impression, donc des ateliers de gravure, des ateliers de lithographie. Et donc on a fait une expo là-bas et du coup on a rencontré des artistes mexicains comme Dr Lacra qu'on voit en bas là. Et l'année d'après, j'ai organisé l'expo à Marseille qui s'appelait Viva Revolution Grafica, où il y avait la moitié de l'exposition, c'était les artistes mexicains, les graveurs, les peintres. Et l'autre moitié de l'exposition, c'était les artistes belges, trisomiques et autres, qui travaillent aussi beaucoup la gravure sur bois et lino. Donc dans l'expo, il y avait les graveurs mexicains et les graveurs belges, trisomiques. Et ça fonctionnait très bien ensemble. Et ils ont aussi peint sur place ensemble. Ça, c'est des expos dans l'atelier ou sur des stands. Comme vous pouvez voir, c'est toujours bien léger, il n'y a pas beaucoup de choses accrochées au mur. Tout est épuré pour qu'on puisse bien regarder. Ça, c'est un jouet du Dr Good, un artiste suisse. Donc c'est ça, c'est un artiste finlandais, Mattia Gelber, enfin il y a des gens d'un peu partout dans des situations bizarres. Ça c'était un vernissage dans la salle de concert, la Bobineuse. Donc on pouvait déguster une tête de cochon coupée en petits morceaux. Ah. Ça recommence. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, je peux répondre, sinon je continue à dire n'importe quoi. Credo che sia interessante questa relazione con il Messico di cui parlavi, perché noi a Crack abbiamo moltissimi artisti che vengono dal Messico, ogni anno c'è un numero diverso e ci sono almeno 4 generazioni di fanzine in Messico, quindi comunque c'è una produzione vivissima, enorme, e credo che l'influenza del Necri è proprio molto forte, e non soltanto dal punto di vista grafico, perché artisti come Abraham Diaz sono sicuramente esattamente nello stesso mood, diciamo, del Necri, ma è influenzare il lavoro del Necri anche proprio come metodo proprio di lavoro, no? Ben, disons que le dernier cri, les artistes du dernier cri ont déjà été influencés par l'art mexicain. Parce que l'art du dernier cri, c'est influencé par la culture populaire et l'art populaire. Donc au Mexique, l'art populaire est très fort, quoi. Et la pratique de l'impression aussi, des choses imprimées, a toujours été présente au Mexique. Il y a 10 ans ou 12 ans, on avait fait la première expo du dernier cri à Mexico, dans une galerie. Et là, j'avais rencontré la jeune scène, comme Abraham Diaz, qui à l'époque ne faisait pas de la sérigraphie encore, je pense, et qui après s'est mis à faire de la sérigraphie. Et la même chose à Oaxaca, où les artistes faisaient surtout de la gravure sur bois, lino ou de la lithographie. Ils ont ouvert un atelier de sérigraphie depuis qui s'appelle El Oro Peludo, qui veut dire l'œil poilu, qui veut dire en fait le trou du cul. Non. Sì, infatti proprio questo volevo dire, cioè che comunque non è un solo workshop, è proprio un'influenza culturale in un ambiente dove l'idea dell'autoproduzione è molto forte, dove hanno percepito la carica che, anche politica, che il tuo lavoro porta. Oui, pas qu'au Mexique, en fait, je reçois beaucoup de stagiaires dans mon atelier. Donc il y a des gens qui viennent d'école des beaux-arts, d'autres qui sont au lycée, d'autres qui sont des adultes en réinsertion. Et en fait, pour moi, c'est aussi pour montrer que c'est possible de faire des livres, c'est possible de faire des films, c'est possible de faire de la musique, c'est possible de faire exister des choses dans ce système d'une manière un peu différente, quoi. Il faut juste apprendre à se débrouiller avec ce qu'on a.
Donc je pense que des pays comme le Mexique, ils apprennent très bien à se débrouiller avec ce qu'ils ont. Ce qui n'est pas forcément le cas dans certains pays en Europe ou soi-disant occidentaux. No, certo, certo. La question, c'est juste quelle est la finalité d'un travail d'artiste, pourquoi on fait de l'édition et pourquoi on édite des livres, quoi. Moi, c'est surtout, j'ai commencé à faire ça parce que j'en avais besoin et que personne ne faisait à ce moment-là ce type de choses, quoi. Donc c'est pour ça que je suis devenu éditeur, mais au départ, je voulais juste être artiste et que des gens m'éditent. Mais quand les structures ne sont pas là, il faut bien en fabriquer d'autres. Et maintenant, c'est assez rassurant de voir qu'il y en a de plus en plus, quoi. Après, ce n'est pas pour ça que ce genre de production se retrouve vraiment dans le marché de l'art ou coté de la même manière que le travail d'artiste dans la scène d'art contemporain. Aussi pour une chose, c'est que la sérigraphie, par exemple, si on en fait 3 exemplaires, effectivement, on peut les vendre comme des originaux très chers, mais quand on en fait 200, c'est l'idée aussi de faire un multiple. Et pour moi, l'idée de faire un livre en sérigraphie, c'est un original que je tire à 200 exemplaires. Donc tout le monde, ou presque, qui aime ce genre d'art, peut se payer un original à 200 exemplaires. À un exemplaire, non ? Par exemple. Beh, anche la questione che avevi aperto prima su Mangaro, no? Cioè noi adesso in Italia viviamo un momento in cui i grandi editori cominciano a pubblicare i manga di Tatsumi, insomma dei vari inventori di questo genere che si chiama Gekiga, Tsuge, eccetera. Però in realtà il lavoro su Garo non è ancora, è molto più complesso, insomma l'underground giapponese è molto misterioso ancora in Italia. Io ricordo forse di aver visto questo libro su Underground Japan molti anni fa, grazie a un amico di quello che sta seduto in terza fila, che me lo portò, ma era un vecchio libro americano che raccoglieva alcune storie e cose, ma comunque sono cose che sostanzialmente in Italia non sono state mai tradotte. Adesso abbiamo tradotto Tokyo Zombie per la prima volta, è stato tradotto quest'anno in Italia, che è questo genere che si chiama Etauma, che è un'altra parte, diciamo, un po' underground. Però quanto è stato complicato organizzare una mostra con tutti questi artisti giapponesi? Come è funzionato questo rapporto? Tu sei andato molte volte in Giappone, no? Anche lì hai costruito delle relazioni. Come funziona questa cosa? Oui, disons que j'ai édité des artistes japonais depuis presque le début du dernier cri, mais je ne les avais jamais rencontrés. J'avais des contacts, des adresses, j'envoyais des livres, ils m'envoyaient des images. Après, il y a des artistes comme Ishiba Daisuke qui sont venus à Marseille me voir. Et donc je les rencontrais, mais en fait, ils ne parlaient même pas anglais. Donc souvent, le problème avec le Japon, c'est qu'ils ne parlent pas anglais, quoi. Ils ne parlent que japonais, quoi. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Ayumi, qui a une librairie qui est un peu l'équivalent du regard moderne à Paris, qui s'appelle Takoshi, qui est une librairie qui, dans une vingtaine d'années, à Tokyo, la seule librairie où on peut trouver des productions indépendantes européenne et japonaise aussi, quoi. Donc elle vend des disques de musique industrielle, noise japonais. En même temps, elle vend des livres de l'association, des livres du dernier cri, des livres du monde entier, quoi. C'est des petits tirages, c'est une petite librairie. Et du coup, elle parle français, elle parle anglais, et elle connaît vraiment la scène underground japonaise. Donc c'était mon co-commissaire pour l'Expo. Et donc la première fois que je suis allé au Japon, c'était presque un hasard. J'étais invité par l'Institut français et du coup, avec l'argent du voyage, j'ai ramené plein de posters du dernier cri, plein de livres du dernier cri. Et les relais que j'avais au Japon, c'est-à-dire elle et les artistes que je ne connaissais pas, ont de leur côté organisé des expositions dans Tokyo, dans des petits lieux alternatifs. Donc du coup, j'ai rencontré d'autres artistes et je leur ai dit, dès que je peux, on essaye de monter une grosse exposition. Et ça s'est fait comme ça. J'y suis retourné, et là, je rencontrais, c'était un petit peu comme dans un film de Yakuza. Ils avaient loué une salle de réunion, et je me suis retrouvé dans une pièce avec des tables tout autour de moi. Et moi, j'étais au milieu avec mon téléphone, avec mon ordinateur, à montrer les photos de la salle d'exposition. Et j'avais plein de Japonais autour, j'avais un traducteur qui traduisait. Et il y a certains des artistes qui avaient
des agents, donc c'était un petit peu bizarre, quoi. Et je leur proposais l'exposition, et au final, on est arrivé quand même à faire revenir une vingtaine d'artistes, et on a eu 2 lieux en France pour faire l'expo. Donc il y avait une expo à Marseille qui s'appelait Mangaro, où là c'était plus le magazine Garo qui était mis en avant. Mais après, il y avait aussi une expo à 7 qui s'appelait Taouma, où là les artistes avaient fait sur place des peintures sur les murs, des installations, et aussi certains des artistes sont des musiciens qui font du noise, donc ils ont joué à ce moment-là. Mais c'était la première fois qu'il y avait une expo avec cette scène-là en Europe. Sì, infatti anche il catalogo è un libro impressionante, insomma, è un bellissimo libro con una strana, proprio emerge un immaginario particolare, ed è strano perché comunque quando lo vedi questi artisti dentro un libro prodotto da Pachito Bolino improvvisamente sembrano artisti del Nicri anche loro, con tutto che hanno una cultura diversissima, e nel libro lui non fa quello che fa normalmente nei vari libri della Nicri, cioè remix ai disegni, eccetera, cioè comunque lì riproduce delle cose che vengono da quella cultura, ma solo proprio l'assemblaggio è comunque un assemblaggio fortemente targato del Nicri. La domanda infatti rimane sempre molto importante, secondo me, questo fatto, cioè questa capacità che avete, che hai, di in qualche modo essere il produttore di così tante cose diverse che rimangono con la loro identità, eppure sembrano quasi uscire tutte con lo stesso, con un suono che insomma è parente, no? Le metti come se fossi veramente uno che sta al mixer, con un atteggiamento quasi musicale produci libri, no? Quindi stai al mixer, arrivano musicisti tanto diversi, però poi dischi... No, je serais plutôt une pédale fuzz détraquée. No, vabbè, io non sono esperto di musica, quindi perdonami se non so usare i termini giusti per paragonarti, però quello che dico è che comunque le cose che escono fuori mantengono la loro identità, eppure appartengono in qualche modo del Nicri, cioè comunque anche se non li tocchi, in qualche modo solo per come li metti insieme escono fuori del Nicrizzati, non so come dire. Eppure non c'è nessuno che si lamenta. Tu non hai mai fatto un contratto con nessun artista a del Nicri, sono tutti stati liberi di partecipare, No. E sono tutti contenti. Il n'y a pas de contrat. Mais des fois, le fait de ne pas avoir de contrat peut amener des problèmes. Parce qu'en ce moment, j'ai un problème, pas moi, mais un artiste du dernier cri, qui s'appelle Rémi. En fait, il y a quelques années, on a fait un livre de lui où il racontait la vie d'une artiste qui s'appelle Adolpha. Enfin, pas une artiste, c'était une femme qui racontait qui lui a raconté sa vie. Genre, elle a tué son mari, elle a fait de la prison. Et lui, il a écrit tout le texte à la main, il a tout illustré. Et voilà. Et quelques années après, il y a une troupe de théâtre en France qui a monté un spectacle avec le texte et qui a commencé à avoir du succès. Donc là, ils nous commandaient les livres et ils ont vendu tous les livres dans leur spectacle. Et après, ils m'ont demandé de rééditer le livre et moi, je leur ai dit que je ne rééditais jamais le livre. Et ça s'est arrêté là. Sauf que dans mon dos et dans le dos de l'artiste, en fait, ils ont contacté mon imprimeur et l'imprimeur a réimprimé le livre. Et l'artiste n'était même pas au courant, et moi non plus, quoi. Et maintenant, c'est un petit peu problématique, parce que comme je n'ai pas fait le contrat, on ne peut rien dire. Enfin, si, lui, il essaye il est obligé de passer au tribunal pour récupérer ses droits d'auteur. Je trouve ça un peu lamentable. Mais bon, des fois, les contrats, ça peut servir, mais pas toujours. Un exemple. Ah, interessante questa storia. Rémi l'abbiamo conosciuto a Crac con le sue macchine incredibili, no? Tu hai portato queste macchine di animazione, lui fa questi zootropio, si chiamano, cioè sono dei cartoni animati solidi che si muovono e queste sculture diventano animazioni, no? Oui, tout à fait. Questi panorama si chiamano. E no, mi interessa molto questo fatto qui dei rapporti con gli artisti, penso che sia un elemento interessante nel lavoro, no? Cioè perché comunque fare un libro con la Dinarchia, come funziona? Si va a vivere a casa di Pachito? Ça dépend. Si on est une jeune fille de 12 ans, oui, sinon c'est interdit.
Non, ça dépend des artistes, ça dépend des moments, ça dépend. Mais normalement, oui, les gens qui viennent, on a un appartement pour loger les artistes et on travaille ensemble, quoi. Et donc, du coup, ouais, on peut avoir une relation plus humaine, dirons-nous, que juste recevoir des images et les imprimer comme ça. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. Sinon, juste imprimer des images toute la journée, je trouve pas ça très excitant. Mais c'est pareil, le rapport à l'humain, des fois, peut amener des problèmes. Des fois, il y a des gens qui sont vraiment fous. Mais ça fait partie du jeu de l'hôpital Boot. Mais j'ai quand même dit que l'hôpital Boot était fermé, parce qu'on a fait 10 numéros et après l'hôpital est fermé. Maintenant, c'est Hollywood. E non vuoi raccontarci degli aneddoti? Ah bon? Sur les fous? Su cose che ti ricordi, su questi 25 anni. Cioè, in 25 anni sono successe un'enormità di cose, no? Intorno a te. E ci sono delle cose che sicuramente sono delle cose che non stanno scritte sui libri, che non stanno scritte da nessuna parte, che non hai raccontato. Che cosa cioè, se volessi tirare fuori delle piccole... Ouais, bah si, je peux parler d'un moment de ma vie qui a été vraiment horrible. C'était il y a quelques années, quand il y a eu les élections de la région à Marseille. La famille Le Pen, enfin l'extrême droite française et les réseaux internet de fachos ont commencé à me bombarder mon Facebook de messages en me traitant de pédocriminel, qu'ils allaient me pendre, enfin des choses comme ça. Ça a été récupéré dans la presse et ça a commencé à monter. La Friche Belle de Mai, l'endroit où on est résident, le Standard a sauté carrément. Et on avait quelqu'un qui gardait la porte de l'atelier pour pas qu'on vienne me péter la gueule, quoi. C'était ça un petit peu l'ambiance. Donc ça, c'était un moment qui était un petit peu horrible, parce que c'est un moment où je me suis rendu compte que la censure était toujours présente, quoi. Ça suffit d'un gouvernement ou de mentalités rétrogrades qui reprennent du pouvoir pour se retrouver dans une situation totalement paria, quoi. Donc en fait, dans ce cas-là, c'était un artiste Stu-Mid qui était édité. On avait fait une expo dans notre atelier, c'est-à-dire une petite expo qui était même pas payée. Hein? Harrington? Stu-Mid. Ah non, Stu-Mid. Il y avait une expo dans mon atelier, et en fait, c'est ces groupuscules d'extrême droite sur Internet qui ont chopé des images et qui ont commencé à monter la sauce sur Facebook, sur tout ça. Ça a été récupéré par le Front National, et c'était un moyen pour l'extrême droite d'attaquer la Friche Belle de Mai, qui est un lieu culturel plus de gauche, dirons-nous, quoi. Et là, c'était le moment. Et là, ce qui était assez triste, donc c'est pas une histoire rigolote, c'est que de se rendre compte que certains des artistes qui sont édités par le dernier cri, d'un coup, me disaient des trucs, genre, tu vois, on te l'avait dit, il faut pas éditer des gens comme ça. Et là, ça fait bizarre quand tu te rends compte que... Parte dalle immagini, diciamo, anche stereotipate in qualche modo di rappresentazione dell'infanzia, di una femminilità quasi imprendibile, e le trasforma quasi nel suo opposto, quindi svela queste tensioni erotiche, però non è come se fosse Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè le foto di Lewis Carroll, non stiamo parlando di pornografia, insomma, stiamo parlando di una cosa un po' più delicata. Io mi ricordo anche a questo proposito l'avventura che è capitata appunto a uno degli artisti con cui hai lavorato, e mi ricordo che avete anche suonato insieme. Comunque sono stato a casa tua nel periodo in cui Harrington era tuo ospite, stava facendo Harrington de Dionisio e faceva un libro con te, e lui pure è stato accusato di satanismo in America, tormentato dalle associazioni, telefonate, minacce di morte, no? Mais oui, voilà, donc ce genre de choses arrive encore et arrive de plus en plus, et je pense n'ont pas fini d'arriver. Ce n'est que le début, malheureusement. Et le problème après, toi, ce qui se passe à ces moments-là, c'est que moi, je me suis rendu compte que... Enfin, à ce moment-là, j'étais très paniqué parce que c'est les élections, donc jusqu'aux élections, ça montait. Après, ça s'est arrêté comme ça. Et à ce moment-là, les seuls gens qui m'ont sorti l'esprit de tout ça, c'est les Japonais. À ce moment-là, les Japonais m'ont invité à faire du bruit
à quitter le continent européen. Et en fait, quand je suis revenu, je me suis dit, hors de question de s'auto-censurer, parce qu'il n'y a que ça partout autour de nous, l'autocensure. Aucune raison que ces gens-là aient raison. Donc c'est pour ça que j'ai continué le dernier cri comme ça. Sì, noi veniamo in un paese dove il ministro degli interni fa entrare la polizia nelle case oppure fa sequestrare i cellulari dicendo cancella il video che mi hai fatto quella ragazza lì, insomma, cioè viviamo in un paese dove questi comportamenti stanno diventando all'ordine del giorno anche proprio dalle istituzioni, da parte delle istituzioni, quindi ti capiamo, siamo anche noi molto preoccupati, insomma, devo dire, non credo che ci aspettino tempi, come dici tu, siamo all'inizio, effettivamente è l'impressione che abbiamo anche noi, insomma. Donc, il faut continuer à produire des images sales. Infezioni grafiche, come le chiami tu. Oui, oui, au début, mais je trouve que le poison ne se répand pas assez vite. La bêtise se répand mieux que ça. Sinon, je serais très riche maintenant. Plus riche que Google. Certo. Ou qu'Amazon. Dove dovresti Et je ne vendere paierai i pas tuoi d'impôts en libri? plus.